Sur la bougie de mon gâteau, ces mots gravés en sucre glace. Je souhaite que mon fils se réveille enfin. Le silence tomba d'un coup dans le salon bondé. Un silence lourd, presque palpable, brisé seulement par le crépitement des 20 petites flammes. Je sentis la chaleur des bougies sur mon visage, une chaleur qui contrastait violemment avec le froid glacial qui venait de s'emparer de moi. Puis, un rire éclata. C'était celui de Brigitte, ma belle-mère, l'organisatrice de cette fête surprise. Son rire fut comme un signal. Et bientôt, la plupart des invités lui emboîtèrent le pas. Des ricanements, des sourires gênés, des regards détournés. J'étais là, au centre de l'attention, le sourire figé sur les lèvres, sentant mon monde se fissurer sous le poids de cette humiliation publique. C'était mon 20e anniversaire, un passage symbolique vers l'âge adulte, et elle venait de le transformer en un procès public où j'étais l'accusé, la mauvaise influence, l'erreur à corriger. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais mon visage restait une toile blanche, un masque de calme que j'avais perfectionné au fil des ans. Brigitte se tenait à côté de son fils, Hugo, mon petit ami, une main possessive sur son épaule. Elle affichait un air de fausse innocence, comme si sa cruauté n'était qu'une blague anodine, une taquinerie affectueuse. Mais je voyais la lueur triomphante dans ses yeux. Elle savourait son moment, me réduisant au silence devant toute sa famille. Hugo, lui, semblait terriblement mal à l'aise. Il ne riait pas, mais il ne disait rien non plus. Son silence était une lame de plus dans mon cœur, une trahison passive qui validait l'attaque de sa mère. J'ai tourné mon regard vers les autres, son père, ses tantes, ses cousins. Ils me regardaient avec un mélange de pitié et de gêne, mais personne, absolument personne, n'a osé la contredire. J'ai compris à cet instant que pour eux, j'étais et je resterai toujours l'étrangère. La pièce rapportée. Si vous avez déjà vécu un moment où le silence de quelqu'un vous a fait plus mal que les mots d'un autre, alors vous comprenez ce que j'ai ressenti. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Pendant 3 ans, j'avais tout accepté pour l'amour d'Hugo. Les piques, les critiques déguisées, les comparaisons humiliantes avec ses ex-petites amies. Je souriais, j'encaissais, je me disais que sa mère finirait par m'accepter si je lui prouvais ma bonne foi. Mais le son de ce rire collectif a été un électrochoc. Ce n'était plus une bataille que je pouvais gagner avec de la patience. C'était une exécution. Et alors qu'il riait de moi, me traitant implicitement de profiteuse, une clarté glaciale s'est emparée de mon esprit. Je me suis souvenu des messages de Brigitte, de ses demandes d'argent répétées depuis 6 mois. Les 150 € que je lui virais chaque mois, prélevés sur mon modeste salaire d'étudiante infirmière. Elle prétextait des factures imprévues, des difficultés passagères que son fils ne devait surtout pas savoir. En réalité, je savais qu'elle dépensait cet argent en vêtements et en soins esthétiques. Un total de 900 €, une somme énorme pour moi, que je lui avais donnée en espérant acheter sa bienveillance. L'ironie était insupportable. Mon corps a cessé de trembler. Une sorte de calme étrange m'a envahi, une détermination froide et tranchante. Mon regard a quitté le gâteau pour se poser sur elle. Elle me souriait encore, persuadée de m'avoir brisée. Elle pensait que j'allais fondre en larmes, m'enfuir en courant, lui donner la satisfaction de sa victoire. Mais elle ne savait pas que le déclic venait d'avoir lieu. Le déclic qui transforme la victime en survivante. J'ai senti le poids de mon téléphone dans la poche de ma robe. Ce n'était plus un simple appareil, c'était une arme. Il contenait la preuve de son hypocrisie, l'historique de ses manipulations, les captures d'écran des virements bancaires que j'avais précieusement conservés. Je ne savais pas pourquoi je les avais gardés, peut-être un instinct de survie. Ils riaient tous, ignorant que la véritable fête, la mienne, était sur le point de commencer. Elle pensait avoir allumé un incendie pour me détruire, mais elle venait en réalité d'allumer la seule lumière qui allait exposer ses propres mensonges au grand jour. Mon histoire avec Brigitte n'a pas commencé par une déclaration de guerre, mais par un lent et méticuleux travail de sape. Dès notre première rencontre, il y a 3 ans,
J'ai senti son regard me jauger, me déshabiller de mes origines modestes, de mes vêtements achetés en solde, de mon avenir d'infirmière qu'elle jugeait si peu ambitieux pour son fils unique. Hugo, aveuglé par l'amour filial, ne voyait dans ses piques que de l'humour, des taquineries affectueuses. Pour lui, sa mère était une femme forte, un peu directe, mais au grand cœur. Pour moi, elle était une forteresse dont je n'obtiendrais jamais la clé. Chaque dîner de famille était un interrogatoire subtil sur mes finances, mes parents, mes fréquentations. Elle me comparait sans cesse à ses anciennes belles-filles, des filles de médecins ou d'avocats, qui, elles, savaient se tenir. J'ai tout enduré en silence, ravalant ma fierté et mes larmes, persuadée que mon amour pour Hugo suffirait à la faire changer d'avis. Je me trompais lourdement. Au fil des mois, son mépris s'est transformé en une forme de contrôle insidieux. Elle s'est immiscée dans notre couple, critiquant nos choix de vacances, la décoration de notre petit appartement et même la façon dont je cuisinais pour son fils. J'étais devenue la responsable de tout. Si Hugo était fatigué, c'est que je ne prenais pas soin de lui. S'il dépensait trop, c'est que je l'influençais mal. Le fardeau de la maturité m'incombait entièrement, tandis qu'elle le maintenait dans un état d'éternelle adolescence. Le souvenir le plus cuisant reste ce dîner où elle a offert à Hugo une montre de luxe d'une valeur de 2000 € pour son anniversaire, avant de se tourner vers moi et de me dire, avec un sourire condescendant, que mon cadeau, un simple livre, était charmant, mais qu'il fallait que je comprenne que son fils était habitué à un certain standing. Ce soir-là, j'ai compris que je ne serais jamais assez bien à ses yeux, car le problème n'était pas ce que je faisais, mais ce que j'étais. Puis, il y a 6 mois, sa stratégie a changé. Elle m'a appelée un soir, la voix tremblante, m'expliquant qu'elle avait une grosse facture imprévue à payer et qu'elle n'osait pas en parler à son mari ou à Hugo pour ne pas les inquiéter. Elle m'a demandé, comme un service entre filles, si je pouvais lui avancer 150 €. Elle m'a juré de me rembourser le mois suivant. J'ai hésité. Mon salaire d'étudiante était à peine suffisant pour couvrir mes propres frais, mais une petite voix en moi m'a murmuré que c'était peut-être ma chance. Ma chance de lui prouver ma loyauté, de lui montrer que je n'étais pas la profiteuse qu'elle imaginait, mais une alliée. J'ai vu dans sa demande une main tendue, un premier signe de confiance. Alors, j'ai accepté. J'ai effectué le virement le soir même, le cœur serré, mais plein d'un espoir naïf. Je venais de tomber dans le piège le plus vieux du monde, celui de croire qu'on peut acheter l'affection et le respect. Ce qui devait être une aide ponctuelle est devenu une habitude mensuelle. Chaque fin de mois, un nouveau prétexte surgissait. Une réparation de voiture, des frais médicaux, un cadeau à faire. Et chaque mois, je virais les 150 € prélevés sur mes heures de travail supplémentaires au café. Je me privais de sorties, je comptais chaque centime, tout en la voyant poster sur les réseaux sociaux des photos de ses nouvelles chaussures ou de ses après-midi au spa. La colère a commencé à monter en moi, une colère froide et silencieuse. Et j'ai commencé à faire des captures d'écran de nos conversations et des confirmations de virements. Pas par calcul, mais par instinct de survie. C'était ma vérité, la preuve tangible de mon sacrifice et de son hypocrisie. En 6 mois, je lui avais donné 900 €. Une somme qui représentait pour moi une caution pour un appartement, des vacances ou simplement la tranquillité d'esprit. Pour elle, ce n'était que le prix de mon silence. Le matin de mon anniversaire, j'ai reçu un message d'elle, inhabituellement chaleureux, me disant qu'elle m'avait préparé une surprise et qu'elle espérait que cette soirée marquerait un nouveau départ pour nous deux. J'ai voulu y croire. J'ai choisi ma plus belle robe. Je me suis maquillée avec soin, m'accrochant à l'idée que ce 20e anniversaire serait différent. Peut-être qu'elle avait enfin compris. Peut-être que les 900 € avaient finalement acheté sa reconnaissance. En me regardant dans le miroir avant de partir, j'ai senti une pointe d'anxiété, mais je l'ai chassée. Je me suis dit que ce soir, tout allait changer. J'étais loin d'imaginer à quel point j'avais raison. Je ne savais pas que la surprise qu'elle me réservait n'était pas un cadeau, mais une embuscade, et que la seule chose qui allait changer, c'était la fin de ma patience. Les rires se sont finalement tus.
laissant place à un brouhaha gêné. La fête a repris son cours, mais pour moi, le son était assourdi, comme si j'étais sous l'eau. Je suis restée figée devant le gâteau, les flammes des bougies dansant devant mes yeux, reflétant une scène surréaliste. Les invités m'évitèrent du regard, se servant à boire, discutant de choses futiles, prétendant que rien ne s'était passé. J'étais devenue un fantôme au milieu de mon propre anniversaire. C'est alors qu'Hugo s'est approché, le visage crispé. Je m'attendais à des excuses, à une défense, même timide. Au lieu de cela, il a murmuré « Allez, Léa, ne le prends pas comme ça. C'était juste une mauvaise blague. Tu sais comment est ma mère. » Ces mots, censés apaiser, ont été le coup de grâce. Il ne la condamnait pas. Il m'expliquait sa cruauté comme un simple trait de caractère. À cet instant, j'ai compris qu'il ne me choisirait jamais. Il ne se dresserait jamais contre elle pour me protéger. J'étais seule. Son excuse a résonné dans ma tête. « Tu sais comment elle est ?» Oui, je savais. Je savais qu'elle était manipulatrice, cruelle et narcissique. Ce que je découvrais, c'est que lui aussi le savait et qu'il l'acceptait. Il était son complice passif. Tout l'amour que je ressentais pour lui s'est soudainement refroidi, se transformant en une lucidité douloureuse. Les 3 années de sacrifice, de sourires forcés, de compromis, tout cela s'est effondré. J'avais passé tout ce temps à essayer de gagner ma place dans une famille qui n'avait jamais eu l'intention de m'en faire une. La douleur a laissé place à une étrange sensation de légèreté. Le fardeau de devoir leur plaire venait de m'être retiré. Je n'avais plus rien à prouver, plus rien à espérer de ces gens. Mon avenir avec Hugo, que j'avais imaginé si clairement, venait de se dissoudre en une simple illusion. La rupture n'était plus une possibilité, c'était une certitude. Brigitte, voyant que la tentative de son fils pour calmer le jeu avait échoué, s'est approchée à son tour, un sourire mielleux aux lèvres. Elle a posé sa main sur mon bras, un contact que j'ai ressenti comme une brûlure. « Alors, ma chérie, on oublie cette petite plaisanterie ? Tu ne vas pas laisser ton gâteau se consumer, quand même ? Souffle tes bougies. » Sa voix était faussement douce, mais ses yeux brillaient d'un triomphe malveillant. Elle voulait que je joue le jeu, que je ravale l'humiliation et que je lui donne la satisfaction de me voir me soumettre une fois de plus. C'était l'acte de mépris final, la demande de normaliser l'inacceptable. Mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai retiré mon bras d'un geste sec, sans un mot. Mon regard a croisé le sien, et pour la première fois, elle n'y a pas vu de la peur ou de la tristesse, mais une détermination froide qu'elle ne me connaissait pas. Dans le silence qui a suivi mon geste, ma décision s'est cristallisée. Je n'allais pas crier, je n'allais pas pleurer ni m'enfuir. Faire une scène aurait été lui donner exactement ce qu'elle voulait, me faire passer pour une jeune fille instable et hystérique. Elle m'avait attaqué sur son terrain, devant son public, en utilisant les mots comme des armes. J'allais lui répondre de la même manière, pas avec des émotions, mais avec des faits. Des faits irréfutables qui allaient retourner contre elle l'image qu'elle avait si soigneusement construite. L'humiliation qu'elle m'avait infligée allait devenir le projecteur qui éclairerait sa propre hypocrisie. Mon plan, qui n'était qu'une vague impulsion quelques minutes plus tôt, est devenu une stratégie claire et précise dans mon esprit. La colère qui bouillait en moi s'est transformée en un calme glacial, une énergie pure et concentrée. J'ai pris une profonde inspiration, ignorant complètement la présence de Brigitte et d'Hugo à mes côtés. J'ai senti le poids de mon téléphone dans la poche de ma robe, non plus comme une simple preuve, mais comme un instrument de justice. Lentement, délibérément, je me suis retournée et j'ai fait quelques pas pour me replacer au centre du salon, juste à côté de la table basse où trônait encore le gâteau. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ils s'attendaient sans doute à ce que je parte en claquant la porte. Mais je n'allais nulle part. J'ai sorti mon téléphone, la lumière de l'écran éclairant mon visage impassible. J'ai fait glisser mon pouce sur le verre froid, ouvrant la galerie de photos où dormaient les captures d'écran. Le spectacle n'était pas terminé. Il allait simplement changer de vedette principale. Je me suis excusée d'un simple hochement de tête,
sans un regard pour Hugo ou sa mère, et j'ai quitté le salon. Personne n'a tenté de me retenir. Le bruit de la porte d'entrée se refermant derrière moi a semblé mettre un point final à ces 3 années d'efforts. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage, un contraste bienvenu avec l'atmosphère étouffante de la maison. J'ai marché sans but dans les rues silencieuses du quartier résidentiel, les talons de mes chaussures claquant sur le bitume. Je ne pleurais pas. Les larmes semblaient gelées quelque part au fond de ma poitrine. Je sentais seulement le poids de mon téléphone dans ma main. Un rectangle froid et dur, un condensé de vérité. Chaque pas m'éloignait physiquement de cette scène, mais mon esprit y retournait sans cesse, rejouant le son des rires, le visage triomphant de Brigitte, le silence lâche d'Hugo. Cette solitude soudaine n'était pas effrayante, elle était libératrice. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus à jouer un rôle. J'étais seule avec ma colère, et elle était d'une clarté redoutable. Je ne pouvais pas rentrer à notre appartement, leur appartement. C'était un lieu souillé par les compromis et les faux-semblants. Instinctivement, j'ai composé le numéro de ma meilleure amie, Chloé. Elle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix ensommeillée se transformant immédiatement en inquiétude, en entendant mon silence. Je n'ai réussi à prononcer que son adresse, ma voix brisée non par la tristesse, mais par la tension. 25 minutes plus tard, j'étais assise dans sa cuisine, une tasse de thé fumante entre mes mains tremblantes. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler. Elle m'a regardée, a vu la robe de fête, le maquillage intact et l'expression vide de mon visage, et elle a compris. Elle ne m'a pas posé de questions inutiles, ne m'a pas pressée de raconter. Elle a simplement posé sa main sur la mienne et a dit « Quoi qu'il se soit passé, tu es en sécurité ici. » Son soutien inconditionnel a été le premier baume sur une blessure encore à vif. Elle était mon ancre dans la tempête, la seule personne qui n'avait jamais douté de moi. Quand j'ai finalement trouvé la force de tout lui raconter, de la bougie humiliante aux 6 mois de virement secret, son visage s'est durci. La pitié a laissé place à une colère froide qui faisait écho à la mienne. « Cette femme est un monstre », a-t-elle murmuré, ces mots validant tout ce que j'avais ressenti mais n'avais jamais osé formuler. Elle a pris mon téléphone et a fait défiler les captures d'écran, lisant les messages manipulateurs de Brigitte, voyant les confirmations de paiement. « Tu as la preuve, Léa. Tu as la preuve irréfutable de son hypocrisie. » Son premier réflexe a été de me conseiller de tout envoyer à Hugo, de tout exposer. Mais en discutant, nous avons compris que ce serait une erreur. Une attaque frontale la ferait passer pour une victime. Le plan a commencé à naître dans cette petite cuisine, au milieu de la nuit. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Une justice chirurgicale, précise, qui ne laisserait aucune place au doute, ni à l'interprétation. L'objectif n'était pas de détruire Brigitte aux yeux de tous, mais de briser l'illusion aux yeux de la seule personne qui comptait, son fils. Hugo devait voir la vérité par lui-même, sans que je la lui impose. Le plan était simple, mais redoutable. Je devais le confronter, non pas avec des accusations ou des larmes, mais avec les faits. Je lui présenterais le téléphone, comme on présente une pièce à conviction à un jury. Je le laisserais lire, faire défiler, absorber la réalité de la manipulation de sa mère. Je ne dirais rien. Je le laisserais connecter les points. Les 900 € qu'elle m'avait soutirés tout en me traitant de profiteuse, le double jeu constant, la cruauté calculée. La confrontation devait avoir lieu sur notre territoire, dans notre appartement, loin du regard des autres. Ce serait sa décision, son réveil. Soit il choisirait la vérité et moi, soit il choisirait le confort du mensonge et sa mère. Dans les 2 cas, je serais libre. J'ai passé le reste de la nuit chez Chloé, non pas à dormir, mais à me préparer mentalement. Je repassais le plan dans ma tête, anticipant chaque réaction possible. La peur avait disparu, remplacée par une détermination inébranlable. Le matin s'est levé, gris et froid, mais à l'intérieur, je n'avais jamais été aussi lucide. J'ai remercié mon ami, dont le soutien avait transformé ma rage impulsive en une stratégie réfléchie. En rentrant chez moi, l'appartement semblait étranger, rempli de souvenirs d'un amour que je savais désormais condamné. J'ai pris une douche, enfilé des vêtements simples,
et je me suis assise sur le canapé, mon téléphone posé sur la table basse devant moi. Il n'était plus un simple objet, mais le catalyseur de la fin d'une histoire. J'ai attendu qu'Hugo m'appelle, sachant qu'il le ferait. Quand mon téléphone a finalement vibré, j'ai décroché d'une main parfaitement stable. Le moment de vérité était arrivé. Je suis retournée dans le salon, et le silence est tombé une seconde fois. Mais cette fois, il n'était pas lourd de gêne, il était chargé d'attente. Tous les regards se sont tournés vers moi, curieux de voir si j'allais m'effondrer ou m'enfuir. Brigitte me fixait avec un air de défi, persuadée que j'étais revenue supplier son pardon. Hugo, lui, avait l'air misérable, pris entre sa mère et moi. Mon cœur ne battait plus la chamade. Une clarté absolue guidait chacun de mes gestes. J'ai ignoré Brigitte et tous les autres. Mes yeux n'ont cherché que ceux d'Hugo. J'ai traversé la pièce lentement, mes pas résonnant sur le parquet. Arrivé devant lui, je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai simplement tendu mon téléphone, l'écran déjà allumé sur la première capture d'écran de ma conversation avec sa mère. Ma voix était neutre, presque clinique, mais chaque mot portait le poids de ces 6 derniers mois. Puisque ta mère est si préoccupée par qui profite de qui, je pense que tu devrais lire ça. Il a froncé les sourcils, hésitant, puis a pris le téléphone que je lui tendais. Ses yeux se sont posés sur l'écran, et j'ai observé son visage se transformer. Son pouce glissait sur le verre froid, faisant défiler les messages, les demandes d'argent de plus en plus pressantes, les justifications larmoyantes, puis les confirmations de virements bancaires. L'incompréhension a d'abord peint ses traits, puis la confusion, et enfin une lueur de stupeur glaciale. Il a relevé la tête, son regard passant de l'écran à moi, puis de moi à sa mère. Il a blêmi. Le bruit de la fête, les conversations étouffées, tout semblait avoir disparu. Il n'y avait plus que nous 3 au centre d'un cercle de silence. Sa mâchoire s'est contractée, et quand il a parlé, sa voix était un murmure étranglé, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. « Maman, c'est quoi ça ? Tu lui as demandé de l'argent ?» C'était une question, mais cela sonnait déjà comme une accusation, une fissure dans l'image parfaite qu'il avait d'elle. Le sourire figé de Brigitte s'est effondré. La panique a affleuré dans ses yeux, une fraction de seconde, avant qu'elle ne tente de reprendre le contrôle. Elle a esquissé un petit rire nerveux, un son faux qui a flotté maladroitement dans le silence. « Mais c'est rien, mon chéri. C'est un arrangement entre filles. Elle déforme tout. Tu sais bien comment elle est. Elle adore dramatiser. » Elle a essayé de me lancer un regard condescendant, mais il n'a pas atteint sa cible. Je ne la regardais plus. Je ne regardais qu'Hugo, attendant sa réaction. Il n'a pas quitté sa mère des yeux, son visage se durcissant à chaque mot qu'elle prononçait. Son excuse pathétique n'a fait qu'alimenter la flamme de la trahison qui venait de s'allumer en lui. Il a secoué la tête, incrédule, et a brandi légèrement le téléphone vers elle. Sa voix était plus ferme maintenant, tremblante de rage contenue. Elle déforme les virements de son compte. « Réponds-moi. » Acculée, dépouillée de son masque de mère parfaite, Brigitte a perdu tout contrôle. Son vrai visage est apparu, tordu par la fureur et l'humiliation. Elle ne cherchait plus à convaincre, mais à attaquer, à détruire. Elle a hurlé, et son cri a déchiré le silence du salon, faisant sursauter plusieurs invités. Et alors, ce n'était qu'un prêt. Ce n'est pas à une gosse comme elle de me faire la leçon. Le mot « gosse », craché avec un tel venin, a figé l'atmosphère. Le silence qui a suivi son hurlement était assourdissant, bien plus lourd que celui qui avait suivi son horrible blague sur le gâteau. L'humiliation avait changé de camp. J'ai vu son mari, le père d'Hugo, la fixer, la bouche bée, le visage empreint d'un dégoût profond. Les invités se regardaient, détournant les yeux, mal à l'aise d'être les témoins de cet effondrement public. Elle venait de tout avouer, de tout confirmer, dans un accès de rage qui révélait sa véritable nature. Je suis restée immobile, observant la scène se dérouler. Je ne ressentais aucune joie, aucune satisfaction vengeresse. Juste un calme glacial, une sorte de vide.
La femme qui venait de hurler n'était plus la matriarche puissante et intimidante qui avait orchestré mon humiliation. C'était une femme pathétique, acculée, dont les mensonges venaient d'exploser au grand jour. Hugo a laissé tomber son bras, le téléphone toujours à la main, et m'a regardé. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux, seulement le reflet de sa propre désillusion. Une douleur immense. Il venait de comprendre que la personne qu'il avait passé sa vie à défendre était une manipulatrice. La fête était terminée. Le gâteau d'anniversaire trônait encore sur la table, ses bougies éteintes, témoins silencieux d'une justice qui n'avait pas eu besoin de cris pour se faire entendre. Les faits, bruts et froids, avaient suffi à détruire le château de cartes de Brigitte. Hugo n'a pas lâché le téléphone. Il l'a tenu comme une preuve irréfutable, un verdict qui venait de tomber. Son regard a quitté le visage décomposé de sa mère pour se poser sur moi. Il n'y avait plus de confusion dans ses yeux, seulement une tristesse infinie et une honte profonde. Puis, il s'est tourné vers son père, qui se tenait un peu en retrait, le visage blême. Personne ne disait un mot. Les invités étaient redevenus des statues de cire, témoins pétrifiés d'un drame familial qui se jouait sans phare. Lentement, comme pour sceller sa décision devant tous, Hugo a fait un pas vers moi et a pris ma main. Son geste était simple, mais il a eu l'effet d'une déflagration dans le silence du salon. Il ne m'avait pas seulement choisi, moi. Il venait de désavouer publiquement sa mère, brisant en un instant des années de loyauté aveugle. Il a murmuré, sa voix rauque mais audible pour tous. On s'en va. Le château de cartes que Brigitte avait si soigneusement construit venait de s'effondrer avec un souffle. Nous avons traversé le salon, main dans la main, fendant une foule muette qui s'écartait sur notre passage. J'ai évité de croiser le regard de quiconque, mais j'ai senti le poids de leur pitié et de leur gêne. En passant devant Brigitte, je l'ai vue, non plus triomphante, mais anéantie. Son visage était un masque de stupeur, ses yeux vides fixaient le gâteau à moitié consumé, symbole grotesque de sa défaite. La porte d'entrée s'est refermée derrière nous, nous isolant du silence pesant de la maison. L'air frais de la nuit m'a semblé pur, comme si je pouvais enfin respirer après 3 ans d'apnée. Une fois dans la voiture, Hugo a posé son front contre le volant et est resté silencieux un long moment. Quand il a relevé la tête, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Pardonne-moi », a-t-il dit, la voix brisée. « Pardonne-moi de ne pas avoir vu, de ne pas t'avoir protégé. » Et c'était la première fois qu'il reconnaissait ma douleur, et ces mots ont été un baume sur une blessure encore vive. Le lendemain, l'argent est apparu sur mon compte. 900 €. Un virement sec, sans message, effectué depuis le compte du père d'Hugo. C'était la preuve que la conversation avait eu lieu, que la chute de Brigitte était non seulement morale, mais aussi concrète. Hugo m'a expliqué qu'il avait été catégorique avec son père. Soit sa mère me remboursait immédiatement et commençait une thérapie pour son comportement, soit il coupait les ponts définitivement. La menace avait fonctionné. Pour la première fois, Hugo avait imposé ses conditions, sortant de son rôle d'enfant pour endosser celui d'un homme qui défendait ses valeurs. Je voyais en lui une force nouvelle, une maturité née de la douleur et de la trahison. Il avait détruit l'image idéalisée de sa mère pour sauver ce qui pouvait encore l'être de notre relation. Je me sentais soulagée que justice soit faite, mais une partie de moi restait en alerte, me demandant si ce changement serait durable. 3 jours après la fête, on a sonné à ma porte. C'était Brigitte. Elle était méconnaissable. Sans son maquillage impeccable et ses vêtements griffés, elle avait l'air plus âgée, fragile. Elle se tenait sur mon paillasson, les mains jointes, le regard fuyant. Elle a commencé à s'excuser, d'une voix faible et hésitante, me disant qu'elle avait agi sous le coup du stress, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Mais ces mots sonnaient creux, répétés comme une leçon qu'on lui aurait forcé à apprendre. Au milieu de ces phrases, elle a glissé le nom d'Hugo, mentionnant à quel point son silence la détruisait. J'ai compris alors que son repentir n'était pas pour moi. C'était une manœuvre stratégique pour récupérer son fils. Elle ne regrettait pas de m'avoir blessée, elle regrettait de s'être fait prendre. Sa visite n'était pas un acte de contrition, mais le dernier soubresaut de sa manipulation. J'ai écouté son monologue sans l'interrompre.
mon visage restant parfaitement neutre. Quand elle a eu fini, attendant une absolution que je ne pouvais pas lui donner, j'ai simplement hoché la tête. « J'accepte vos excuses », ai-je dit, ma voix calme et polie. Ces mots étaient une simple formalité, une manière de clore la conversation sans y mettre d'émotion. Elle a semblé soulagée, comme si ma phrase suffisait à effacer des années de mépris. Elle est repartie aussi discrètement qu'elle était arrivée. J'ai refermé la porte et je me suis appuyée contre elle, expirant lentement. La justice avait été rendue, l'argent était sur mon compte et la reine était tombée de son trône. J'avais gagné, mais en regardant mon appartement, qui était encore le nôtre, je savais que la bataille la plus difficile restait à venir. Car si le problème avec sa mère était réglé, une question bien plus profonde demeurait. Pouvais-je vraiment construire mon avenir avec un homme qui avait mis si longtemps à ouvrir les yeux? La conversation avec Hugo a été la plus difficile de ma vie, non pas à cause des cris ou des reproches, mais à cause du silence qui les a remplacés. Nous étions assis dans notre appartement, qui ne semblait plus appartenir à personne, et je lui ai expliqué, avec un calme qui me surprenait moi-même, que nous ne pouvions pas continuer. Il a pleuré, il a promis de changer, de me protéger, de ne plus jamais laisser sa mère nous atteindre. Je le croyais, je savais que son amour était sincère. Mais j'ai compris une chose fondamentale ce soir-là. Il avait fallu une humiliation publique et des preuves irréfutables pour qu'il ouvre enfin les yeux. Je ne pouvais pas construire mon avenir avec un homme dont l'amour pour moi était conditionné par la destruction de l'image de sa mère. Il m'aimait, oui, mais il avait fallu trop de temps, trop de douleur, pour qu'il apprenne à me défendre. Et certaines blessures ne peuvent pas être guéries par des excuses tardives. Mon amour pour lui était réel, mais mon amour pour moi-même devait enfin devenir ma priorité. Les 900 €, cet argent qui avait symbolisé mon humiliation et ma tentative désespérée d'acheter l'affection, sont devenus la caution de mon premier vrai chez moi. J'ai trouvé un petit studio près de l'hôpital où je faisais mes stages, un espace baigné de lumière avec vue sur un petit jardin. Le jour où j'ai reçu les clés, j'ai ressenti une vague de liberté si intense qu'elle m'a presque fait vaciller. J'ai passé le premier week-end à peindre les murs en blanc, à effacer les dernières traces d'une vie qui n'était plus la mienne. Chaque coup de rouleau était un acte de réappropriation. Cet argent, autrefois une chaîne, était devenu la clé de ma cage. Le silence dans mon appartement n'était plus pesant, il était apaisant. C'était le son de ma propre compagnie, le bruit de fond de ma reconstruction. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus à marcher sur des œufs, plus à anticiper les humeurs de quelqu'un d'autre. J'étais seule, et c'était magnifique. Mes journées ont trouvé un nouveau rythme, simple et apaisant. Je me suis plongée dans mes études d'infirmière avec une ferveur renouvelée. Aider les autres prenait un sens différent maintenant que j'avais appris à prendre soin de moi d'abord. J'ai quitté mon petit boulot au café et j'ai trouvé un poste d'aide-soignante de nuit, mieux payé et plus en phase avec ma future carrière. La fatigue des gardes était une bonne fatigue, une fatigue pleine de sens. Le soir, je rentrais chez moi. Je me préparais une tasse de thé et je lisais, non plus pour m'évader, mais pour me construire. Je n'avais plus de compte à rendre, plus de dîners familiaux à redouter, plus de sourires à forcer. J'ai redécouvert des parties de moi que j'avais mises en sourdine pour plaire aux autres, mon humour un peu sarcastique, mon amour pour la musique triste, mon besoin de solitude. Je n'étais plus la petite amie de quelqu'un. J'étais simplement Léa, et cela me suffisait amplement. Cette épreuve m'a enseigné la leçon la plus brutale et la plus précieuse de ma jeune vie. La dignité n'est pas négociable. J'ai appris que l'amour ne doit jamais nous coûter notre paix intérieure. Pendant 3 ans, j'ai cru que le sacrifice était une preuve d'amour, que la patience finirait par payer. J'ai confondu l'endurance avec la force et la soumission avec la gentillesse. La vérité, c'est que le véritable amour ne nous demande pas de nous effacer, il nous aide à devenir plus nous-mêmes. Il ne nous isole pas, il nous connecte. J'ai appris à poser des limites, non pas comme des murs pour exclure les autres, mais comme des fondations pour me protéger. J'ai compris que dire non à ce qui nous blesse
C'est se dire oui à soi-même. Cette cicatrice, loin de m'affaiblir, est devenue une armure invisible, le rappel constant de ma propre valeur et de la force que j'ai trouvée quand j'ai cru que tout était perdu. Aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière avec colère ou amertume, mais avec une sorte de gratitude sereine. Cette nuit-là, devant ce gâteau d'anniversaire, je ne suis pas seulement passée de 19 à 20 ans. J'ai grandi de 10 ans en une seule soirée. J'ai perdu un amour, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. La justice poétique n'est pas seulement de voir les manipulateurs exposés, c'est de transformer la douleur qu'ils nous ont infligée en un carburant pour notre propre bonheur. Brigitte voulait que son fils se réveille, et à sa manière, elle a réussi. Elle a réveillé la femme forte qui dormait en moi. Mon histoire est la preuve que même dans l'humiliation la plus profonde, on peut trouver la force de se relever et de réécrire sa propre fin, une fin où le respect de soi est le seul véritable amour qui dure éternellement. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?